pense justement à l'histoire du lieu, ça a été une prison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce grenier pendant la guerre? Ça a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En son temps, il a été la plus grande forteresse de Bretagne. Quand même assez lourd, chargé, mais... C'est très bizarre. Très bizarre, c'est bien. Je m'appelle Sandy Lagdar. Il y a quelques années, j'ai perdu une amie proche. C'est à la suite de cela que mon partenaire Jonathan et moi-même avons été témoins de phénomènes dits paranormaux. Dès lors, nos vies ont radicalement été changées. À présent, nous sommes devenus enquêteurs en paranormal. Nous parcourons l'Europe et investiguons dans des lieux chargés d'histoire, afin de nous confronter à toutes sortes de phénomènes de hantise. C'est incroyable ce qu'on vient de voir là. Aujourd'hui, l'INRES nous envoie en mission pour tenter de répondre à cette question. Existe-t-il une forme de vie après la vie? Et si oui, comment le prouver? Ok, let's go. J'en reviens pas encore de cette synchronicité. Conditions extrêmes. Pour cela, nous pousserons l'enquête de terrain toujours plus loin, tout en collaborant avec des professionnels de tout horizon. Prends la main, Alice. Elle est là. Bienvenue dans cette nouvelle aventure vers l'inconnu. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de The Believers. Pour cette aventure, nous prenons la route en direction d'une région dans laquelle nous n'avons encore jamais enquêté. Une terre millénaire aux frontières de la Bretagne, où guerre médiévale, invasion bretonne et révolution ont régulièrement teinté l'histoire de notre destination. Un lieu hautement symbolique dans la ville de Blain où il est implanté, puisqu'il s'agissait de sa forteresse principale, qu'on appelle aujourd'hui le château de la Groulet, ou encore château de Blain. C'est en effet dans ce lieu construit au début du XIIe siècle, puis remanié et agrandi au fil du temps, que nous allons pouvoir enquêter durant 2 nuits. Un château où de nombreuses couches de vie ont dû subsister. J'espère que la rencontre avec sa propriétaire nous aidera à en apprendre davantage sur son histoire. Laurence, je voulais juste revoir avec vous comment on décide d'acheter un château et pourquoi vous avez décidé de... Quel a été le coup de foudre, pourquoi le château de la Groulet? Alors c'est pas moi, c'est mon mari qui a un peu cette obsession depuis qu'il est tout petit parce qu'il habitait à côté du château du Lude. Et quand il était petit, il passait le mur du château pour aller jouer dans les jardins du château. Et forcément, ça lui est resté. Il s'est dit un jour j'aurai un château. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé au château de la Groulet. Et j'ai suivi et j'ai fini par avoir cette même passion que lui, cet amour des vieilles pierres. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement que d'être passionné et d'aimer ces grandes bâtisses. Donc là, on est dans le logis du roi. Donc c'est la pièce qui accueillait, qui réceptionnait les rois. Voilà. D'où son nom. Est-ce que vous pourriez nous redire succinctement les grandes lignes historiques du château? Alors, je suis pas très calée en histoire. Je connais effectivement les grandes lignes du château. Alors, il est déjà de 1104, donc c'est une très très vieille bâtisse. En son temps, il a été la plus grande forteresse de Bretagne. Il faisait donc plus de 4 hectares fortifiés. Il y avait pratiquement 17 tours d'enceinte, 2 ponts-levis. C'était vraiment très très grand. Le château des ducs de Bretagne tenait dans la cour du château. Pour donner une idée de l'envergure. Et il a appartenu à 2 très grandes familles, les Clisson et les Rohan.
donc des familles qui étaient des grandes familles de l'histoire de France, notamment en ce qui concerne les Clisson, Olivier V de Clisson, qui a été le grand connétable de France et qui en avait fait une de ses places fortes. Et pour les Rohan, il y en a toujours il y a toujours le duc de Rohan qui est en vie et qui a toujours le château de Josselin. Ils ont eu plusieurs aussi domaines dans la région. Donc là, on arrive dans le 12e, les fondations un peu du château. Et là, on retrouve vraiment des éléments du 12e et puis toute la structure de base du château. Est-ce qu'on a conscience quand on vit ici de tout ce poids en fait finalement en se disant je suis la succession de toutes ces familles en fait. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Carrément. Et je reprendrai la formule d'un autre propriétaire de château qui est Christophe de Goulaine, qui a le château de Goulaine et qui disait on est finalement des passeurs d'histoire. Mais c'est exactement ça, quoi. On sent le poids de pas pouvoir faire ce qu'on veut ici en fait. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut respecter le lieu, la pierre, et puis son histoire. Et en même temps, moi qui, comme je l'ai dit au début de l'interview, qui n'était pas du tout calée en histoire, et j'aimais même pas du tout ça, on finit par adorer et s'y intéresser. Je me surprends même à lire des bouquins d'histoire. Donc oui, ça, vraiment, quand on vit dans un château, on finit par être imprégné par son histoire et avoir le poids sur les épaules, quoi, en fait. Et justement, vous parlez de cette notion de respect des vieilles pierres et de son passé. Du coup, j'ai envie de venir par rapport au monde invisible, au monde des énergies. Est-ce que vous sentez l'âme du lieu, vous résidez autour de vous? On sent qu'on n'est pas tout seul quand même. C'est pas une chose que je connaissais particulièrement avant ou à laquelle j'étais particulièrement sensible. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que véritablement, j'ai ressenti vraiment à plusieurs reprises en 10 ans de présence ici, que vraiment, oui, on n'était pas tout seul. Ouais. On sent qu'on est regardé, on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus, on sent qu'il faut vraiment respecter le lieu, que si on ne le fait pas, ça pourrait être plus compliqué. Oui, on finit par avoir ce sentiment.